Salut à vous les jeunes patrons, j'espère que vous allez bien et nous espérons que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'Interview Patron avec Valérie Nassier, professeure des universités à l'ENI de Tarbes et grande chercheuse dans le domaine des matériaux polymères. Bonjour Valérie, comment ça va? Très bien Sylvain, et toi? Eh ben ça va super, on est super content de vous avoir avec nous sur cette interview. Allez, je vais prendre la suite. On va parler rapidement, on va parler d'une partie assez conséquente. Est-ce que, Valérie, vous pouvez nous dire à nos auditeurs, savoir un petit peu quel est votre parcours? Alors, peut-être si vous vous rappelez un peu déjà du collège, si vous vous en rappelez, et puis après, quel est votre parcours? On va aiguiller tout ça. Ok, alors du collège. Moi, j'ai été dans une école privée. D'accord. Pour des questions comment on dit ça, de permanence le soir, parce que les parents ne pouvaient pas venir me chercher tôt. Donc à l'époque, il n'y a que les écoles privées qui faisaient ça. J'en ai d'excellents souvenirs, parce que j'ai eu des professeurs laïcs et privés assez extraordinaires. Donc dans toutes les matières, sciences humaines, et sciences, on va dire, dures, maths, physique, etc. Donc très bons souvenirs. Puis, pour des raisons de bac C à l'époque, parce que vu mon grand âge, c'était un bac C. Alors le bac C, Le bac C, c'est mathématiques. Mathématiques. Mathématiques, voilà. Mathématiques, on va dire, et physique. Et le bac D, c'était plutôt biologie, ce qu'on appelait biologie, ou sciences naturelles aujourd'hui. Voilà. D'accord, ok. Donc là, pour des raisons de bac C, j'ai passé un concours, parce que quand on passait du privé au public, c'est malheureux, mais c'était comme ça, on devait passer un concours, que j'ai réussi, et j'ai donc été dans une école publique pour pouvoir faire mon parcours en C. Voilà. Donc j'ai été à Théophile Gautier à Tarbes, donc je suis tarbaise, comme mon accent le révèle. Voilà. Et donc après, j'ai hésité, j'étais, on va dire, ce qu'on appelle un bon élément, un très bon élément. Voilà. Donc à l'époque, on faisait des classes préparatoires. Donc je voulais faire une classe préparatoire et j'avais choisi quelque chose que je ne connaissais pas encore, et qui était une classe préparatoire un peu technologique. Okay. C'était pas forcément un très bon choix pour moi, mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Bon, j'ai eu, on va dire, quelques écoles. J'ai eu des écoles après les concours, mais finalement, j'ai bien senti que j'étais faite pour être peut-être un peu moins dirigée. Et donc, j'ai décidé d'emblée d'aller à la fac. Donc, je suis rentrée en licence de physique. Après, j'ai fait maîtrise de physique. J'ai fait, alors, ce qu'on appelait le master aujourd'hui, à l'époque, ça s'appelait un DEA, diplôme d'études approfondies. Donc, j'ai fait un diplôme d'études approfondies. Alors, j'avais le choix entre électronique d'un côté, bon, parce que j'avais fait un cursus large en physique, électronique d'un côté ou matériaux de l'autre. J'avoue que j'étais naturellement plus attirée vers les matériaux. Voilà, donc j'ai fait un DEA en matériaux. Donc, c'était à la fac de Pau. À la fac de Pau, à la fac au Pays de la Loire, je crois. Ça s'appelle. Université de Pau et des Pays de la Loire, UPPA. Et voilà, donc j'ai fait ça là. Et très vite, en fait, après un ATER. Alors, un ATER, c'est une année d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Bon, en gros, c'est pour un peu spécialiser dans la pédagogie, dans l'enseignement, quand même, si on veut finir enseignant-chercheur, parce que c'est pas pendant une thèse qu'on est capable d'embrasser toutes les problématiques pour enseigner. Donc pendant un an, j'ai fait ça. Et après, finalement, j'ai eu une chance inouïe, parce qu'il y a eu un poste ici. Et j'étais prise. Donc, École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Ouais, alors, École nationale d'ingénieurs de Tarbes, qui est maintenant, depuis le 26 novembre 2023, une composante de l'UTOP, qui est l'Université technologique d'Occitanie des Pyrénées, qui a donc deux composantes, l'ENI d'un côté et l'IUT de l'autre. J'ai entendu ça ce matin. Voilà. Ouais, c'est chouette. Est-ce qu'on va revenir peut-être un petit peu en arrière? Vous avez dit que vous étiez plutôt un bon élément. Est-ce que dans vos années pré-bac, on va dire, avant le bac, vous étiez plutôt du coup à participer, à être toujours à la demande d'exercice, à la demande de nouvelles choses, ou vous aviez plutôt des facilités, ou plutôt vous travailliez? Et c'était quoi un petit peu Alors, si la question était si j'étais quelqu'un d'hyper interactif avec les profs ou les autres élèves, la réponse est oui. J'ai toujours aimé ce contact. Donc, naturellement, il y avait cette tendance à vouloir aider les autres, et c'est classique. En fait, c'est tout demande des profs, et ça se fait naturellement, en fait. Ça se fait naturellement, voilà. Non, je m'ennuyais pas trop. Non, ça allait. Je n'étais pas non plus, j'étais pas surdouée. C'était la demande. Est-ce que vous aviez des capacités qui faisaient que vous aviez des bonnes notes, ou est-ce que c'est parce que vous aviez du travail et vous travailliez oui, voilà. Non, j'étais tout à fait la moyenne. J'étais quelqu'un qui travaillait. J'étais quelqu'un
qui faisait du sport aussi, beaucoup de sport. Et ça, c'est quelque chose que je conseille absolument, c'est-à-dire un super équilibre entre les deux. Je pense que là, ça passe beaucoup plus facilement pour tout après. Voilà. C'est quel type de sport et quel moi, niveau? je suis une danseuse. Oh, ok, d'accord, très bien. Alors, moi, j'étais une danseuse en claquettes, en danse classique et en modern jazz. Parce qu'à l'époque, le contemporain n'existait pas. D'accord. Voilà. J'aurais bien aimé me mettre plus tard, mais bon, là, c'est compliqué, c'est mes artères. Je ne répondais pas de la même façon. Voilà, donc j'en faisais énormément. Et il y avait du coup un bon niveau qui venait amener un équilibre. Oui, c'était un bon niveau. Je n'aurais pas pu en faire mon métier, mais c'était un niveau qui me permettait de me détendre et de me sentir bien quand je faisais ce sport-là. D'accord. Enfin, sport, entre le sport et l'art, hein. Oui, on est entre les deux, donc j'étais très, très heureuse d'y aller, très heureuse d'arrêter pour me reposer. Donc en fait, je ne me posais pas de questions, que ce soit dans des moments où je devais bosser ou des moments où je devais faire de la danse, quoi. Et c'est ça qui est super, arriver à ne pas se poser de questions. Ok. Est-ce qu'avec du recul, vous pouvez analyser peut-être, savoir qu'est-ce que ça a apporté le sport pour les études et les études pour le sport? Alors non. Alors le sport pour les études, bon, c'est une évidence, c'est tout simplement des moments de relaxation à tous les niveaux, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient mentaux. Enfin, vraiment, c'est une nécessité, en fait c'est une respiration tout bêtement. D'accord. Ça c'est énorme. Et le sport m'a apporté justement pour avoir beaucoup de ténacité et de résilience. D'accord, ouais, on va en parler juste après, mais ça peut être une bonne... Absolument, on en parlera en troisième partie de l'interview, tout à fait. Okay. Donc, on revient à l'année NAT, c'est ça. Vous êtes du coup dans un domaine d'enseignement, Ouais. vous venez enseigner ici. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous enseignez, vous êtes dans une école, du coup maintenant INTOP, mais dans une école d'ingénieur et puis vous faites vos années au fur et à mesure ou vous avez d'autres projets à droite à gauche? Comment ça se passe par la suite? Alors au niveau de quoi? De l'enseignement? De l'enseignement et que du de coup, l'enseignement? vous Non. faites de la recherche aussi, c'est ça? Oui, voilà. Alors si je me concentre sur l'enseignement, moi j'ai quand même une chance en tant que chercheur, il faut être clair. C'est que j'enseigne quasiment que dans les matières qui ont un lien plus ou moins direct, ça peut être quand même indirect, avec mes travaux de recherche. Ce qui veut dire que j'enseigne quand même dans des semestres d'études, et puisque je rappelle que l'ENI est en 5 semestres, hein, d'accord, sur 5 années. Ouais, 10 semestres, je dis oui, pardon. Oui, 5 années, donc 10 semestres, ouais, voilà, sur 5 années, et que j'enseigne, bon, mon premier cours est en semestre 5 jusqu'au semestre 9, puisque le semestre 10, c'est le projet de fin d'études. Tout à fait, c'est au stage. C'est le dernier stage, voilà. Donc j'ai cette chance de pouvoir à chaque fois finalement enrichir, alimenter mes propres expériences de recherche. Donc je dirais que mon enseignement évolue à cause de cette expérience et enrichissement, quoi, surtout et principalement. D'accord. Donc ça c'est pour l'enseignement. Et donc forcément le lien avec la recherche, il est assez facile parce que justement j'ai toujours l'impression de ne pas quitter ce monde d'exploration quelque part. Et surtout je vois des jeunes en face, ce qui est très bien quand on vieillit, il ne faut pas croire. Parce que, non, mais c'est important parce qu'on a quand même un relationnel avec une évolution avec leurs codes qui ne sont pas les nôtres, qui sont de moins en moins les nôtres. Ouais. C'est normal. Voilà, qui sont de moins en moins les nôtres, donc ça nous permet de un peu s'y raccrocher et d'essayer de comprendre. On ne comprend pas toujours, hein. Mais c'est normal, et comme eux ils ne comprennent pas toujours. Mais essayer de s'y raccrocher. Et donc ça, voilà, donc c'est une bonne chose. Donc pour ça, de pouvoir interagir avec des jeunes, c'est fondamental. Je pense qu'il est important que les jeunes et des gens en face qui ont une certaine expérience dans un domaine, évidemment, donné. Et ça, je pense que ça peut beaucoup leur apporter. Il faut qu'ils comprennent qu'au-delà de l'enseignement pur, je dirais, théorique ou un peu plus classique, et qui peuvent estimer plus rébarbatif pour certains, d'autres s'adaptent tout à fait, il faut aussi comprendre l'information que la personne veut donner et comprendre qu'elle a des informations à donner. Ouais, ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un étudiant ou un jeune élève, un collégien, peu importe les niveaux, qui n'a pas compris que ça peut être un échange, il perd la moitié de l'intérêt d'un cours, quel que soit le cours, le niveau. Voilà. Okay. Vous avez retenu, hein? On perd la moitié d'un cours si jamais on n'échange pas. C'est essentiel. J'avais une question que je ne peux pas m'empêcher de poser. Vous faites de la recherche, est-ce que vous avez trouvé?
Alors, sur la porte, non mais tu as raison, sur la porte, pas de mon bureau, mais certains de mes collègues, il y a dit on a beaucoup cherché et on a trouvé le chèque à la fin du mois. Ah. Moi, je trouve sympa, quoi, mes collègues ont de l'humour, pour certains, il n'y a aucun souci. Donc c'est génial, ça aussi, ça peut participer à améliorer l'ambiance, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et donc, oui, alors, quand on dit qu'on cherche, ça dépend si c'est trouver la solution pour permettre à un industriel de gagner 10 millions, ou si c'est de s'être surpassé et d'avoir trouvé un petit bout finalement d'une idée qu'on avait. Et rien que ça, c'est une satisfaction qui est considérable au quotidien. Elle est personnelle et puis... elle est personnelle et puis, voilà, et puis surtout, elle est riche en nouveautés. Et de faire un métier où il y a de l'innovation et où il n'y a pas que de la répétition, c'est juste une chance inouïe et que je souhaite à tout le monde. Donc là, on l'entend bien dans ce que vous dites, et puis il y a très peu de questions d'ailleurs, parce que vous êtes emballé de ce que vous dites, et vous aimez ce que vous faites. Donc c'est vraiment top. On va parler sur des choses qui peuvent fâcher un peu. Est-ce qu'en ce moment ou dernièrement, vous avez eu des blocages assez durs, ça peut être d'un point de vue recherche ou d'un point de vue pédagogique dans l'enseignement? Est-ce que vous pouvez nous partager ça? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce que vous avez trouvé cette solution et comment vous avez fait pour vous sortir un petit peu, pour vous dépatouiller un petit peu de ce problème, de ce blocage? Alors non, alors franchement, en enseignement, bon, moi je suis quand même sur, je vous dis, des cours qui sont en lien vraiment avec ce que j'aime. Alors c'est dur de parler de blocage. Bon, on ne nous impose pas de méthode pédagogique dite innovante. Alors j'essaie de regarder le pour, le contre, par exemple tout ce qui est classe inversée, ou des... je ne suis pas top sur les classes inversées, enfin, je ne suis pas d'accord en fait. D'accord. Alors je pense que les classes inversées sont adaptées sur des... sur des types d'enseignement bien spécifiques, hein, surtout pas pour des jeunes qui démarrent, enfin qui démarrent dans une matière, hein. C'est pas une question d'âge. Hein. Ouais, qui démarrent dans un domaine. Voilà, qui démarrent dans un domaine, c'est pas je suis en S1 ou je suis en S7, hein, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir. Et puis même après, dans un domaine que je commence à apprendre. C'est ça. Je pense que c'est une vraie chose, et je pense surtout qu'il faut être bien formé. Parce que être un prof dont le discours est entendu, j'ai juste dit ça. Après, l'appréciation qu'on a des élèves, ça c'est personnel. Mais être un prof dont le discours est entendu, c'est avoir beaucoup de distance et de connaissance entre l'élève et soi. C'est-à-dire que pour arriver à rendre quelque chose simple à faire passer, il faut un certain écart. Et donc toutes ces nouvelles techniques pédagogiques doivent être déjà enseignées à ceux qui vont enseigner. Ouais, voilà. Et si on n'a pas ça, c'est un tort de dire allez, je vais me mettre dans telle ou telle technique. Voilà. Alors actuellement, je trouve que par contre l'apprentissage par projet, c'est top parce que de toute façon c'est une continuité naturelle des travaux pratiques. Quoi. Oui, bien sûr. Dire à partir de là, c'est plutôt sympathique. On est un petit groupe, donc le message est beaucoup plus facile. Ouais, la transmission d'informations est plus facile en petit groupe qu'en classe. Ou là, on est dans un amphi de l'UNI, pas dans le plus grand, dans les plus petits. Je ne sais pas, il y a peut-être 80 personnes. Donc, quand on est tout seul derrière le tableau, devant le tableau, à essayer de transmettre des gens qui s'en fichent peut-être, il y a peut-être la moitié des cours qui s'en fichent, ça peut être difficile. Ouais. Donc il y a déjà cette barrière qui fait que la transmission d'informations est plus faible. Ok. Et du coup, donc, en fait, ce qui est plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour transmettre, parce que vous êtes hyper passionné par ce que vous faites, et j'ai la chance, petite information, j'ai la chance de connaître madame très très bien, puisque madame a été ma directrice de thèse, j'ai eu cet honneur pendant ma thèse, voilà, vous le savez. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre sa passion à des élèves? Alors déjà, je pense que c'est ça se sent, enfin je suis persuadée que ça se sent, puisque s'il y a une chose qu'on dit de moi, c'est justement que je suis passionnée dans mes cours. C'est clair. Je veux dire, voilà, ça c'est très clair, c'était écrit, donc je ne peux pas me tromper puisque c'était écrit. Et puis on confirme. Oui. Étant tous les deux anciens étudiants c'est clair. Voilà. Voilà. Donc déjà, ça c'est fondamental. Alors, je pense que c'est pas suffisant, évidemment. Voilà, ça c'est facile. C'est pour ça que je dis que moi j'ai beaucoup de chance parce que j'enseigne quand même à des niveaux déjà avancés qu'on ne veuille pas. Et ça me permet de ne pas avoir certains blocages d'étapes
comment dire, pédagogique qu'il faut absolument avoir pour qu'un cours passe. Je veux dire, quand on est en S1, S2, on ne peut pas enseigner. Je l'ai fait, hein, c'est pas du tout ce que je connais. C'est pas du tout la même chose que enseigner à des, on va dire, à des S7, S8 et S9. Quoi. Ça n'a rien à voir. L'étudiant a déjà un capital de connaissances, donc ce qu'on appelle les fondations de la maison. Quoi. Donc moi, c'est beaucoup plus facile, même je dirais, les murs sont montés, il est beaucoup plus facile de choisir les fenêtres et de faire et les décorations des fenêtres. C'est beaucoup plus aisé. Et donc moi, déjà, rien que parce que j'aime ce que je fais, je passe un message. Et puis, ma technique, c'est beaucoup l'image et la représentation. C'est-à-dire que, typiquement, ça c'est clair. Ça, je pense que c'est... Et même en thèse, et même en encadrement de thèse, j'ai cette façon de faire. Je peux pas le dire. Typiquement, oui, non, voilà. Typiquement, c'est que... voilà, par exemple, quand j'enseigne des cours, bon, je travaille sur les matériaux polymères. Et il y a un grand monsieur qui nous a quittés en 92, qui s'appelait Pierre-Gilles de Gênes, qui était le prix Nobel dans les polymères, que j'ai eu l'honneur de connaître. Enfin, j'ai eu l'honneur de beaucoup l'écouter et de pouvoir lui poser une question, ce qui est déjà énorme. Voilà. Qui est mort pas en 92, pardon, qui est mort en 2005, excusez-moi. 92, c'était... Voilà. Donc, qui est mort en 2005. Et Pierre-Gilles de Gênes, donc, disait, matériaux polymères, c'est comme un plat de spaghetti. Voilà. Donc à partir de là, on peut développer, et ça tu l'as entendu, on peut développer énormément d'images autour de ça. Voilà. Et ça permet de regarder un plat spaghetti, on va les tirer, tiens, un polymère il se déforme comment, etc. Et donc je m'assois sur un spaghetti, et comment les autres sont autour. Voilà. Et ça, en faisant des schémas, en parlant comme ça par image, ça permet de souvent simplifier une matière qui n'est pas fondamentalement facile à comprendre, hein, surtout de par la formation des ENISAR, qui sont donc les étudiants de l'ENI. Déjà, ça c'est la première chose. Et ça a permis de débloquer pas mal de verrous dans la tête de beaucoup. Pas de tous, hein. Après il y a la volonté et l'envie, hein, et voilà, mais voilà. Et ça c'est indéniable, ça c'est une réalité. Et c'est connu, c'est même ça porte nom, hein, c'est une technique, je ne sais plus comment ça s'appelle, avec tout ce qui est, voilà, tout ce qui est à partir d'images, voilà, imagé, voilà, c'est quelque chose de très important. Enfin, je pense que c'est fondamental. Hein. Et du coup, donc, ce qu'on peut, nous, on pourrait transposer ça en disant, par exemple, à des élèves de collège, donc on a la chance de côtoyer également, bah, en fait, ça revient à synthétiser des informations. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un cours qui est imbuvable, qui fait 8, 9, 10 pages, 11 pages, à quelque chose de très très simple, justement en triant les informations qui sont les plus essentielles et en schématisant des choses. Voilà. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on réussit à se dépatouiller sur l'apprentissage. Ça permet d'avoir l'impression de vulgariser une information sans la vulgariser. C'est-à-dire, ça veut dire tout simplement de la simplifier, mais sans justement perdre l'essentiel, les points cruciaux de l'information. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut du recul par rapport à l'étudiant. Parce que ces points cruciaux, il faut être capable de tous les avoir en tête sans rajouter un surplus qui peut être difficile à ingérer. Alors après, certains vous diront, mais c'était compliqué quand même, madame. Mais, voilà. Il y a certaines, si j'avais pris cette matière sous des aspects, par exemple, purement calculatoires, puisque les matériaux polymères, c'est très très proche de la mécanique des fluides, dans leur comportement. Je ne vais pas plus loin. Si j'avais pris que cet aspect-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Moi, j'aurais peut-être pas été afflué, quoi. Voilà, par exemple. J'aurais peut-être pas fait une thèse dessus. Voilà, c'est important. Voilà. Et après, on devient, si on veut devenir spécialiste, comme donc Sylvain a voulu, en faisant une thèse, quand même, donc spécialiste de la compréhension de ce qu'était, d'un point de vue chimique et physique, un polymère et son comportement mécanique, on va le dire comme ça. Ça, on se spécialise après. Mais ça, c'est peu importe. Mais pour pouvoir se spécialiser, pour comprendre qu'on aime ça, il faut avoir compris les bases, l'essentiel. Et en ça, je veux dire, l'éducation, voilà, et et l'échange avec l'enseignant qu'on a en face. Voilà. Professionnel. Oui, professionnel. L'échange professionnel est juste fondamental. Ouais, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que si on ne comprend pas une notion, il faut d'abord
vraiment comprendre son cours avant d'aller chercher sur des exercices. Si on n'a pas compris son cours, si on n'a pas compris vraiment, même ne serait-ce qu'une notion qui nous paraît futile dans le cours, et ben c'est peut-être cette petite notion futile qu'on n'a pas compris fondamentalement qui fait que on ne comprendra rien du cours en fait. Et à chaque fois on se plantera. D'où l'intérêt de ce qu'on conseille beaucoup, c'est-à-dire se documenter sur des choses qu'on ne comprend pas. C'est essentiel parce qu'on n'apprend pas quelque chose qu'on ne comprend pas. L'essentiel c'est de comprendre, pas d'apprendre. On répète, on n'est pas là pour faire du bourrage de crâne. C'est ça. C'est clair. C'est ça, c'est clair. Voilà, donc, et du coup, justement, il y a plusieurs choses que vous avez évoquées. D'abord, il y a l'aspect synthétisé des informations. Ensuite, il y a les communiqués. Ouais. Comment est-ce qu'un élève, par exemple, un collégien, par exemple, pourrait s'entraîner justement à apprendre en communiquant, justement, en sachant restituer des informations d'un cours qui est assez long ou voire compliqué? Comment est-ce qu'il pourrait faire selon vous? D'accord, donc quelqu'un qui aurait quelqu'un qui aurait appris le cours, c'est ça? Et qui a envie de s'assurer qu'il le connaît. Ah, qui le connaît. Ou qu'il a compris ce que le professeur lui... Comment est-ce que vous pourriez lui conseiller par exemple, de s'exercer à restituer les informations comme vous maîtrisez parfaitement ce que vous faites. Du coup, vous restituez les informations très facilement sous forme d'images. Comment est-ce que lui, un élève, ça lui sert à restituer les informations? Eh bien, en fait, la réponse, tu l'as, parce que toi-même, tu l'as fait. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose, il faut savoir si on sait le retranscrire convenablement, ce qu'on a compris. Oui, tu l'as fait dans ta thèse, je veux dire. Oui. C'est ça que je voulais dire. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il est toujours important de retranscrire. Voilà. Et quand on retranscrit, on voit l'impact de ce qu'on a appris. Toujours. C'est la façon dont c'est organisé. Alors, avec ces mots, c'est pas, on n'a pas tout, on ne sait pas tout, on n'a pas tout compris. Mais la façon dont c'est organisé sera la preuve du niveau de compréhension pour l'enseignant qui regardera ce qu'il lira. Clairement. On le voit tout de suite. Moi, je le vois pas. C'est très important, ça. Et ça, alors, c'est pas uniquement de faire avec ça, mais je pense que c'est fondamental. Déjà, il faut que cette personne, quand elle se relie elle-même, se dise « Ah ouais, là, j'ai compris, il y a un truc qui ne va pas, j'ai loupé une information. » Et je pense que la restitution par le rapport, l'écriture, quelle qu'elle soit, sous quelque forme soit, qu'on utilise un ordinateur, qu'on écrive à la main, peu importe. L'écriture. Est-ce qu'on conseille des mind maps, des fois, des choses comme ça pourquoi pas? Ça, c'est quelques formats ça correspond à la personne. Moi, j'appelle ça une restitution par l'écrit. C'est ça, ouais. C'est très important. La restitution par l'écrit, c'est très important. Que ça soit par plutôt schématique ou plutôt l'écriture, mais attention quand même. Trop de schémas. Il faut toutes les informations quand même. Voilà, un schéma ne donnera pas toutes les informations séparées. Ou alors, c'est quelqu'un qui est plus que capable d'écrire un rapport. Oui. Voilà. D'accord. Voilà, donc concrètement, ça revient aussi à notre discussion sur comment synthétiser une information. Finalement, c'est une manière de... Ah, pour moi c'est ça, parce que de toute façon, elle sera synthétisée. Elle ne sera jamais autant développée de ce qu'elle sera synthétisée naturellement. Mais est-ce qu'elle est bien synthétisée? C'est-à-dire que la méthodologie d'écriture et d'approche... En fait, la méthodologie d'écriture et la transcription, si on enlève les fautes d'orthographe, j'aime pas les fautes d'orthographe. Et la transcription de comment on est câblé sur l'information qu'on a apprise. Ça, c'est clair. Voilà. Et donc du coup, ça pousse quelque part à être honnête aussi avec soi-même. C'est-à-dire que quand on ne se sent pas bien vis-à-vis d'un sujet ou de certaines notions, il faut savoir se dire qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas bien appris. La réussite, on le dit souvent, dépend aussi de l'honnêteté qu'on a envers soi-même pour pouvoir progresser. Et c'est un véritable symbole là-dessus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, Valérie. Et on va passer à la dernière partie où on va parler de la lettre qui a été choisie avec vous, c'est-à-dire le T de ténacité de la méthode Patron. On rappelle donc proactivité, adaptabilité, ténacité, respect de soi-même, organisation donnant naissance à un leader. Et donc on va parler de ténacité. Alors pour vous, qu'est-ce que la ténacité? C'est quoi être tenace pour vous? Alors attention, parce que je suis quelqu'un des matériaux. Ouais. Donc. Ok. Ouais, peut-être faire un petit aparté sur ça. Pour rigoler. Donc juste. Ouais. Non. Ah, vous voulez le faire? Tu veux le faire? En fait, la ténacité dans les matériaux, ça n'a pas du tout la même signification que la ténacité dans la vie courante. Voilà. Alors, je ne suis pas d'accord. Ça n'a presque pas la même signification. Non, je plaisante. Non, en fait, voilà, la ténacité, c'est la capacité, finalement, à absorber une information. Par exemple, le matériau va absorber un choc, c'est pour t'expliquer. Va absorber un choc, et d'être capable, finalement, ce surplus d'énergie pour le choc,
ou d'information pour la personne qui le prend, d'accord, de l'assimiler et de ne pas le rejeter. D'accord? Et c'est ça, en fait. Pour un matériau, le choc, c'est de dire, je prends ce surplus d'énergie, je suis capable, et je ne vais pas tout d'un coup me détruire, c'est-à-dire le matériau ne va pas fissurer, parce qu'il a ce surplus d'énergie. La personne, elle a une information. Cette information, il faut qu'elle assimile, et après, elle assimile plus ou moins bien. C'est-à-dire, soit cette information ne brusque pas, je dirais, ce qu'elle est au moment où elle assimile, soit cette information brusque ce qu'elle est. Et donc, il y a deux choses. Soit, à un moment, on va s'adapter, d'accord ? Soit, on va avoir du mal à s'adapter. Voilà, c'est ça pour moi, en fait, la plus ou moins grande ténacité que l'on peut avoir. Et c'est pourquoi ça que la ténacité est reliée au mot résilience, quoi. C'est-à-dire, comment arriver à changer finalement son environnement, que ce soit son environnement, je dirais, psychologique ou vraiment physique, hein, voilà, lorsque on vous, entre guillemets, on vous transmet, on vous force à avoir de nouvelles informations. D'accord ? Donc ça c'est, je pense, fondamental. Voilà. Donc, c'est bon, voilà ma définition de la ténacité. Oui, c'est top parce que c'est effectivement la ténacité dans les matériaux. Ça. Nous, on l'a vu d'un œil extérieur, mais c'est vrai qu'avec le recul, on peut l'assimiler, on peut faire beaucoup de liens. C'est des liens. Mais c'est dans la définition que vous avez donnée, c'est vraiment, on retrouve, nous, les souvenirs des cours et de ce que nous, on a de la propre ténacité, on le fait en fait, c'est la même chose. Parce que la ténacité et la résilience qu'on utilise de manière, au sens, je dirais, plus démocratisé, on va dire, voilà, c'est quand même, ça vient justement des propriétés des matériaux. Enfin, je veux dire, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. C'est comme l'entropie. Oui. Bref. Alors, on va pas détailler ça, c'est un sujet passionnant, mais c'est pas le sujet, j'ai envie de dire malheureusement. Et du coup, comment est-ce qu'un collégien, selon vous, pourrait faire preuve de ténacité à l'école, dans sa scolarité ? Alors, moi je pense que... alors ça, c'est un point de vue très personnel que les collégiens ne partageront pas. Donc c'est très bien, parce que ça ouvrira peut-être des débats. Bien sûr. Je pense que pour être tenace, il faut surtout pas avoir dans la structuration de son esprit, avoir eu des informations tout de suite sans avoir eu d'effort à faire. C'est important, je m'explique, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, pour être tenace, il faut avoir du recul et se dire clairement, bon, si cette information, c'est pas grave, celle-là ne me convient pas, parce que c'est ça, autrement on n'a pas besoin de ténacité si on la prend de manière très positive. Donc c'est qu'on la prend plutôt d'emblée de manière plutôt négative, elle vient nous gêner d'une manière ou d'une autre, et donc d'être capable de prendre le recul pour finalement aller chercher quels sont les outils pour m'aider à m'adapter, en accepter une partie, la totalité, ou la refuser, mais la refusant en positivant, voilà, et en expliquant pourquoi j'arrive. Et donc trouver les outils psychologiques ou trouver les outils pratiques, c'est être capable de systématiquement chercher l'information. Et quand, tout petit, on est sur son téléphone portable, et que, d'accord, et que tout attention de suite, le politiquement incorrect, attention. Et que on a l'information illico tout de suite, sans savoir si elle est bonne ou pas bonne, d'accord, sans savoir tout ça, on ne peut pas construire son esprit à la critique et à la construction d'une future sollicitation quand un obstacle va nous arriver dessus. Donc, il ne faut pas aller au-delà de la technologie, je n'ai pas dit ça. Il faut savoir s'en servir. Il ne faut pas en être l'esclave, il faut en être le maître. Oui, tout à fait. Ça peut peut-être venir du coup avec l'expérience, si on c'est clair. Donc avec l'âge, on devient tenace de plus en plus âgé, j'espère. Ça. Alors j'espère qu'on devienne tenace de plus en plus, mais il faut démarrer. Et ça, il y a c'est vrai que l'environnement le fait. Et donc si vous, de parce que vous pouvez transmettre cette notion-là, et bien, déjà vous les aiderez beaucoup, quel que soit le commencement, donc l'âge qu'ils ont. Okay. Et nous, on dit souvent, justement, pour finir sur la notion de ténacité, on dit souvent que c'est l'art de considérer l'échec comme un professeur. Et j'aime vous citer, Valérie, là-dessus, quand vous m'aviez dit un jour, il n'existe pas d'échec. On apprend. Et ben, c'est quelque chose qu'on essaie d'enseigner à nos élèves aussi. Et justement, vous en parliez, la capacité à toujours pouvoir encaisser et aller de l'avant. C'est vraiment ce qu'on essaye d'enseigner, parce que ils vont faire face à des difficultés.
ils peuvent se manger une torgnole à un contrôle ou ils peuvent. Mais à partir de là, on fait quoi? Est-ce qu'on se morfond sur son sort? Est-ce que ça nous passe au-dessus? Ou est-ce qu'on affronte le problème en se disant que c'est peut-être de notre faute et qu'on n'a peut-être pas fait les choses correctement? Et justement, l'échec doit servir, on le répète, à s'améliorer. Parce que sans échec, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de succès. On le répète. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Valérie pour cette interview. C'était super intéressant et très passionnant. Et je pense que ça servira beaucoup à nos élèves aussi. Est-ce que peut-être vous avez un dernier mot à leur adresser pour leur future vie, leur futur parcours au collège ou dans le sport, dans les études ou dans leur vie? Mais moi, je pense que déjà, vous pouvez avoir confiance aux deux personnes que j'ai de part et d'autre, parce que déjà d'avoir ce projet, c'est montrer qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de vous aider. Ça, c'est important. J'espère que dans votre vie, vous rencontrerez beaucoup, dans votre parcours, vous rencontrerez beaucoup des personnes qui veulent vous tendre la main. Mais sachez que même si on ne vous tend pas la main, ça vous rendra plus fort et un jour, ça vous permettra, vous, de tendre la main et vous en serez accompli et très heureux. Merci Valérie. Merci beaucoup Valérie. Merci Sylvain. On te retrouve dans la prochaine interview. À bientôt.